Salut à tous et bienvenue dans l'atelier. C'est Lucas de l'atelier de la Vivacia et aujourd'hui on va voir un petit peu le feuilleret. Alors je viens de finir de tourner la vidéo et je me suis rendu compte en fin de vidéo malheureusement que je m'étais planté au début de la vidéo. Je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai dit un nombre de fois assez important que c'était un bouvet. Pas du tout. C'est un feuilleret pour faire les feuillures. Le bouvet, lui, sert à faire les rainures et les languettes. Donc, ne m'en tenez pas rigueur. Effectivement, c'est un feuilleret et c'est pas un bouvet. Je vous laisse maintenant avec le reste de la vidéo. Vous allez voir qu'on va s'amuser à faire plein de copeaux. Ça va être bien rigolo. Et en tout cas, j'espère qu'elle sera didactique et qu'elle vous aidera à vous y retrouver avec cet outil-là et à réaliser vos feuillures sans problème. Allez, bonne vidéo. Salut à tous, c'est Lucas de l'atelier de la Vivacia. Alors aujourd'hui, encore un nouvel épisode de la série sur les rabots et on continue un petit peu avec les rabots d'assemblage. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bouvet. Donc le bouvet, c'est un outil, un rabot d'assemblage qui sert à faire les feuillures. C'est très spécifique comme rabot, on ne fera que les feuillures avec cet outil-là. Et donc, ça demande des connaissances un petit peu spécifiques. Le bouvet, il se présente comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, on a un côté ici qui est parfaitement ajusté et d'équerre à la semelle, et en fait, qui va nous permettre de descendre à l'intérieur du bois. Une feuillure, vous savez ce que c'est quand on descend une encoche sur le bord d'une pièce de bois. Donc pour pouvoir faire pénétrer deux pièces l'une dans l'autre en bord de planche. Donc on va retrouver différentes parties. Ici on a la poignée arrière. Sur l'avant on a le pommeau et on remarque que le pommeau est légèrement de biais pour permettre justement d'avoir une action de poussée dans cet axe-là. Ce qui permet de bien maintenir le bouvet contre notre pièce de bois et contre les butées, mais aussi d'appuyer dessus pour pouvoir trancher comme avec un rabot normal. Mais justement, cette modification de l'axe permet justement de travailler dans ces deux plans, le plan vertical et le plan horizontal. On va aussi retrouver du coup une, une butée latérale qui va du coup nous servir à placer précisément notre feuillure et la largeur de notre feuillure sur notre pièce de bois. On va retrouver ici une butée de profondeur qui se règle simplement en montant et en descendant. Et elle va nous empêcher, entre guillemets, de raboter trop profondément. On la règle à la profondeur voulue. Et quand la butée de profondeur touche la pièce de bois, et ben, du coup, ça empêche la lame de pénétrer à l'intérieur du bois et donc de trancher plus profondément. Donc ça va arrêter tout simplement la coupe. Ici, juste en dessous de la butée de profondeur, on a un petit inciseur. Ce petit inciseur est très très utile, surtout quand on fait des feuillures à travers fil. C'est-à-dire qu'en fait, la lame va couper à partir d'ici, mais l'inciseur, lui, va inciser, d'où son nom, les fibres de bois, les trancher, pour avoir une coupe bien propre dans ce sens-là. Et donc, ça va être tranché avant que le rabot ne retire une épaisseur de bois. Et ça va nous permettre, surtout en travers fil, d'avoir une finition très propre. Et puis ensuite, on a le lit de la lame. Donc là, on n'a pas de chariot, mais c'est le lit de la lame qui fait partie du corps du rabot, sur lequel vient la lame, et après, le presseur. Et du coup, vous voyez que la lame n'est pas en place, et la lame est un petit peu spéciale. Elle est de biais. Elle est de biais, et en plus, elle n'a pas de contrefer. Puisque c'est un rabot d'assemblage, ce n'est pas un rabot de finition. Ne vous attendez pas à faire des rabotages de très grande qualité, en tout cas en termes de qualité de surface. C'est pas son rôle. Même si, dans la plupart des cas, on va pouvoir faire
des qualités de surface très propres, mais certaines essences de bois, comme les essences de bois tendres, et surtout à travers fil, on va avoir beaucoup d'arrachements et on va pas avoir un état de surface fantastique. Mais c'est pas grave puisque c'est pas l'intérêt de ce rabot-là. La lame là, vous voyez qu'elle est de biais pour en fait aider aussi encore une fois au travail et en tout cas au placement du rabot. Elle se positionne biseau vers le bas à l'intérieur du rabot et donc quand je vais trancher, elle va se retrouver comme ça. Le fait de trancher de biais rend la coupe déjà un petit peu plus progressive et donc un petit peu plus facile, de une. De deux, le fait d'être de biais, et vous verrez qu'elle est même un peu plus que de biais, elle est un petit peu comme ça, ce qui permet en fait, quand on est au bord de notre rainure, si là ici je représente une rainure comme ça, quand on est au bord d'une rainure, le coin va pouvoir aller chercher réellement le, le, le coin de notre rainure et trancher proprement, plutôt que si j'avais un bord qui était droit comme ça, j'aurais du mal ici à pouvoir trancher proprement l'angle du fond de ma feuillure. Et la dernière chose, c'est que le fait d'être de biais comme ça va inévitablement forcer la lame à rentrer. La lame va avoir un effort à rentrer dans ce sens-là au fur et à mesure qu'on avance. Vous voyez, si je pose ma lame sur la pièce de bois et que je viens à trancher, voilà, vous voyez, elle demande qu'une chose, c'est à aller vers le fond de ma feuillure. Et donc, bah, ça va m'aider aussi à maintenir le rabot bien embuté sur sa butée latérale. Et ça, c'est super important et c'est vraiment confortable. Alors, c'est pas absolument l'essentiel. Certains rabots ne l'ont pas, n'ont pas la lame de biais, ils peuvent avoir la lame droite. Ça marchera malgré tout. Seulement, il faudra appliquer une force plus importante latéralement pour être sûr de bien rester proprement dans la feuillure qui est déjà entamée et par rapport à ces réglages qu'on souhaite. Pour, pour la lame, en termes d'affûtage, c'est un petit peu compliqué puisque la lame est de biais, mais en même temps, c'est un rabot d'assemblage, c'est pas un rabot dont on se sert intensément, sauf dans certains moments d'une réalisation, mais ça, c'est pas un rabot non plus dont on se sert aussi intensément qu'un rabot d'établi. Et donc, on va l'affûter beaucoup moins souvent. Du coup, l'affûtage est un peu plus compliqué, effectivement. Les guides à mort parallèle ne vont pas pouvoir me donner l'angle, sauf si j'ai des morts spécifiques qui vont mettre la pièce, mettre ma lame de biais, mais ça va pas donner l'angle exact. En tout cas, par exemple, moi j'affûte, j'ai des guides Veritas à mort parallèle qui eux ne peuvent pas donner l'angle du tout. J'ai des guides à mort parallèle Linelsen qui eux ont des morts interchangeables, dont une série de morts à droite et à gauche à 45 degrés si je me trompe pas. Mais là, manque de bol, c'est 30 degrés. Donc les morts, même les morts Linelsen ne peuvent pas faire le job. Et ben dans ce cas-là, moi j'affûte simplement à la volée. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose sur lequel je suis très bon. Mais en tout cas, pour ce genre d'affûtage, comme je dis, qui est assez rare, ça pose pas vraiment de problème de pouvoir affûter de temps en temps et de reprendre. Donc simplement, je place mon fer sur ma pierre et je cherche le point qui va bien, le point où je suis bien à plat sur mon biseau. Et puis après, je fais très attention et j'y vais doucement. Je fais des allers-retours en faisant attention à pas perdre cet angle. Et puis ça se passe très bien. Pour vous dire, en fait, en réalité, je dois l'affûter 3-4 fois par an maximum. Donc, c'est quand même pas non plus, c'est pas grand-chose. Donc, je peux bien m'embêter un petit peu 3 ou 4 fois par an, quoi. Donc, je vais pouvoir placer la lame à l'intérieur du rabot, comme d'habitude. On fait toujours bien attention à pas taper sur les différentes parties métalliques du rabot avec le tranchant, sinon c'est dommage, on s'est embêté justement à l'affûter et on les affûte en plaçant notre lame dans le rabot. Hop.
Et ensuite, je place le presseur. Et voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble quand il est installé. Il y a des choses à faire attention avec ce rabot-là, justement. Quand je place la lame et quand je m'apprête à, euh, à raboter et quand je fais mes réglages, surtout comme là, je viens de démonter la lame, je prends garde à ce que le bord de la lame soit vraiment bien à ras du flanc. Si elle est un peu en retrait, je vais faire une petite marche d'escalier sur le bord de ma feuillure et donc après un moment, ma semelle va plus pouvoir se poser correctement bien à plat, etc. Je vais plus faire une feuillure propre et en fait, au fur et à mesure, la feuillure va se décaler latéralement. Si je pars sur 20 mm, au fur et à mesure des passes, je vais descendre à peut-être même d'un dixième ou d'un centième de millimètre, mais je vais descendre tranquillement jusque 19, 18 mm, etc. Donc, il faut que je fasse attention à ça. C'est vraiment une des conditions très importantes pour que la feuillure se passe bien. Il faut la mettre à ras, voire, s'il faut, la faire dépasser très, très légèrement. Si elle dépasse très légèrement, c'est moins grave que si elle est en retrait. L'idéal, c'est d'être à ras, mais c'est compliqué d'obtenir une valeur absolue sur ce genre de réglage très fin. Donc, on peut très bien utiliser un réglé pour placer la lame bien contre, etc. Il y a différentes façons de faire. Ensuite, j'ai le couteau inciseur dont j'ai pas parlé. Bon là, simplement, c'est un embout cruciforme. On le dévisse, c'est un excentrique. On le dévisse et on va pouvoir sortir plus ou moins le couteau inciseur. Le couteau inciseur, il doit sortir de presque rien. Il s'agit simplement de trancher la fibre du copeau avant que le copeau soit enlevé par la lame. Et donc, si la lame retire un dixième de millimètre, eh ben, le couteau inciseur n'a pas besoin d'être à 3 dixièmes de millimètre. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur le couteau inciseur, qui est là une lame ronde. Pour le réglage du couteau inciseur, de l'inciseur, on peut dire aussi, c'est simplement une vis cruciforme à dévisser qui est montée sur un excentrique. Donc c'est-à-dire que je dévisse et après je vais pouvoir tourner cet excentrique-là et choisir la profondeur, que je souhaite pour mon inciseur. Je veux qu'il incise au moins l'épaisseur de mon copeau. C'est-à-dire que si je retire des copeaux avec ma lame d'un dixième de millimètre, mon inciseur doit être à un peu plus d'un dixième de millimètre. S'il est à moins, je vais avoir des phénomènes d'arrachement. Mais c'est pas nécessaire de régler mon inciseur à 3 dixièmes quand je retire un copeau d'un dixième. Il n'y a pas réellement d'utilité. Donc on essaye de faire en sorte que les deux valeurs soient à peu près égales, mais toujours très légèrement plus pour l'inciseur, pour être absolument sûr de ne pas avoir d'arrachement. La butée latérale, elle, se règle avec ces deux vis qui viennent verrouiller la butée latérale. Et ensuite, je vais pouvoir actionner ici et déplacer latéralement cette butée pour la mettre dans la valeur que j'aurais choisie. Une fois que la valeur choisie est atteinte, je verrouille. Et donc après, c'est parti, j'aurai juste à bien plaquer mon rabot contre cette butée. Vous voyez que la butée a deux trous, c'est pour simplement si on veut aussi l'élargir. On peut mettre une pièce de bois ici, ou ce que vous voulez, une pièce de métal, mais c'est pour pouvoir mettre des vis, pour pouvoir l'élargir, ou pour pouvoir l'épaissir un petit peu, ou même pour pouvoir faire avec une pièce de bois ici, un contact bois-bois. Je pense en fait principalement au bois d'essence tannique. Il faut savoir que les bois tanniques, ils font une réaction avec l'acier et ça fait des traces noires. Donc parfois, simplement ajouter une petite, soit du scotch même, soit simplement de mettre une pièce de bois de même essence qu'on travaille, ça permet d'éviter ces traces noires. Donc c'est vrai que ça peut avoir cet intérêt-là.
Et puis la butée de profondeur, elle, se règle aussi de cette manière-là. Alors attention, elle a un petit peu de jeu qui disparaît un peu quand même quand on serre, mais elle peut quand même être pas forcément parfaitement parallèle à la semelle. C'est pas grave hein, dans l'absolu, mais il faut le savoir. Euh, donc cette butée-là, on va la régler et serrer pour définir la profondeur de notre feuillure. Donc maintenant, on va voir en pratique comment ça va se passer, comment est-ce qu'on le règle et comment est-ce qu'on s'en sert. Je vais débarrasser un petit peu mes affaires parce que je viens de me faire une grosse séance et ça va m'embêter. Hop, c'est bon. Voilà, c'est bon. Maintenant, pour l'utilisation, il faut définir la profondeur, la largeur de notre feuillure. On va se servir de Trusquin ou même d'une équerre à combinaison pour pouvoir définir ces valeurs-là et les reporter sur notre outil. C'est toujours plus facile. Si cette valeur-là correspond à la valeur d'une autre pièce de bois, par exemple cette planche de contreplaqué, je vais pouvoir simplement, avec mon équerre à combinaison, la poser sur une surface plane et venir serrer et verrouiller du coup le réglage. Je peux faire de même en fait avec mon Trusquin, le principe est le même. Voilà. Mon Trusquin, lui, par contre, je vais m'en servir. Alors, je pourrais me servir d'une autre équerre à combinaison. Là, j'en ai pas pris avec moi, j'en ai d'autres s'il faut. Mais là, j'ai réglé, si vous voulez, ma profondeur, la profondeur que je souhaite. Je vais pouvoir aussi régler maintenant avec un autre mécanisme, le Trusquin ou une autre équerre à combinaison, la largeur latérale de ma feuillure. Je vais la choisir assez arbitrairement ici. Je pourrais très bien la définir précisément parce que le projet l'exige. Ici, je ne suis pas embêté. Je vais pouvoir choisir quelque chose arbitrairement. J'ai choisi cette valeur-là. J'ai mes deux réglages. Il faut bien sûr se souvenir de quel outil et pour quel réglage, que je ne confonde pas la profondeur et la largeur. Donc maintenant, je vais pouvoir régler sur mon rabot ces valeurs-là. Je vais donc régler la largeur, simplement en plaçant mon Trusquin. Je desserre ici ma butée latérale et je vais pouvoir venir poser mon Trusquin sur le côté et mettre ma butée latérale contre mon Trusquin. Donc là, je suis assez large, je peux y aller encore. Hop. Là, je suis bien. Je vérifie des deux côtés parce que, comme j'ai dit, il peut y avoir des petites différences dans la flexibilité des tiges, etc. Donc, je vérifie toujours des deux côtés quand je règle la butée latérale. Je vérifie à droite et je vérifie à gauche. Donc là, je suis pas mal du tout. Très bien. Ce réglage-là est fait. Je verrouille mes deux molettes. Maintenant, je vais régler la profondeur, la butée de profondeur. Et donc ici, je desserre cette molette-là et je vais pouvoir placer ma butée de profondeur. Avant ça, ici, je remarque que mon fer sort. Je ne vais pas abîmer mon tranchant, donc je vais rentrer complètement mon fer pour éviter de poser le talon de mon équerre sur le fer qui vient d'être affûté. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on ne pose pas du métal sur un fer. Je pose mon équerre ici comme ça et je vais venir simplement placer ma butée de profondeur contre mon équerre. Et je vérifie aussi l'autre bout et vous voyez que on est pas mal. Là, j'ai mes deux butées qui sont définies.
proprement, il n'y a pas de souci. Je vérifie qu'elles sont bien réglées. Et maintenant, je vais aussi régler la profondeur de passe. Et je vais surtout régler la lame, comme je vous ai dit, pour faire en sorte qu'elle soit à ras, soit qu'elle dépasse très légèrement sur le flanc. Donc je regarde un petit peu ce que ça dit. Je bornoie, ça s'appelle bornoyer la semelle d'un rabot. C'est-à-dire que on aligne son œil à la semelle et on va finir par voir le fer qui commence à sortir. Et donc on arrivera à le placer correctement. On peut aussi simplement toucher ici en faisant attention à ne pas se couper, à ne pas être sur le tranchant, mais toucher ici pour sentir aussi si jamais le fer dépasse trop. On peut se servir aussi d'un réglé ou de n'importe quoi qui puisse nous indiquer comment est placé notre fer, notre tranchant. Paf. Là, je dépasse un tout petit peu trop. Je vais le desserrer un peu et le bouger très légèrement latéralement. Hop. Là, j'ai pas grand chose, je suis pas mal du tout. Donc là, j'ai fini de régler l'ensemble du rabot. Je vais pouvoir commencer le travail de rabotage de ma feuillure. Il faut absolument que la pièce de bois soit bien maintenue. C'est souvent assez compliqué puisqu'on travaille sur le dessus, etc. Il ne faut pas hésiter à se servir de ce qu'on a à notre disposition. Ici, moi, je vais me servir d'une butée que je viens serrer dans la presse. Ça va être ma butée sur la longueur de la pièce, sur la poussée. Maintenant, j'ai aussi, comme je vous ai dit, une poussée latérale pour bien plaquer mes butées, et en tout cas ma butée latérale contre le champ de ma pièce de bois. Donc, il faut aussi que je maintienne ma pièce de bois pour pas qu'elle s'en aille. J'essaye aussi de faire en sorte de ne pas raboter ma butée qui est au bout. Donc, je vais rajouter ici une pièce de bois qui va me maintenir l'ensemble comme il faut. Donc ici, ça va être par exemple un bout de contreplaqué avec simplement un valet. Et normalement, ça devrait bien se passer. Donc là, vous voyez que je bloque dans ce sens-là. Alors ici, attention, ça peut quand même tourner. On peut parfois utiliser une pièce de bois plus longue si jamais on peut. Je pourrais très bien utiliser n'importe quoi à ma disposition. Je vais regarder si j'ai pas quelque chose. Je peux utiliser une autre planche, par exemple. Voilà, j'ai une autre planche ici. Je peux m'amuser à utiliser une autre planche pour être bien maintenu. Le problème de cette planche-là, c'est que je suis bloqué ici à cause de la longueur et du trou, la position du trou de mon valet. Donc je vais simplement rester ici comme ça et faire attention quand je suis ici à pas basculer. Normalement, ça se passe plutôt bien. Donc là, ma pièce de bois est bien maintenue. Je vais pouvoir commencer le rabotage et je commence toujours en rentrant au maximum mon fer pour ne pas prendre de copeaux. Ça me permet de donner de la profondeur au fur et à mesure de mon travail et de ne pas être surpris en ayant pris une passe trop profonde et en se retrouvant à planter complètement. Et vous allez voir d'ailleurs que le couteau inciseur, lui, est sorti. Vous voyez, là, je suis bloqué. Donc il faut que je fasse autrement. Paf, c'est pas grave. Je vais simplement décaler légèrement. Paf, comme ça. Et je vais le décaler un petit peu comme ça aussi. Hop. Normalement, on ne devrait plus être embêté. Alors là, je suis embêté malgré tout, parce que si je me bloque comme ça et que je pose mon outil, là, il y a tout qui bascule.
Bah, là, j'ai de la chance. La pièce de bois est relativement large. Je peux très bien me passer de cette butée-là pour verrouiller de cette façon-là. Donc là, le problème ne se pose plus. Je ne bascule plus. Je ne bouge pas dans ce sens-là. Je suis en butée. Bon, déjà parce que le valet tient, mais aussi parce que j'ai ma butée. Je peux y aller. Donc là, je commence toujours par la fin. Je commence pas ici. Je commence par la fin pour inscrire mon sillon et au fur et à mesure inscrire mon rabot de plus en plus dans mon sillon, de le marquer de plus en plus dans la pièce de bois pour qu'il soit toujours guidé. C'est-à-dire que là, si vous voulez, je vais faire une passe où je vais avoir mon rabot qui n'est pas guidé, en tout cas sans buter, du fait qu'il ne soit pas encore tranché, la feuillure ne soit pas encore tranchée. J'ai que cette butée là et je vais faire que 10 cm et dès que j'aurai retiré un petit peu, bah forcément la lame sera inscrite dans un rail entre guillemets et donc quand je retomberai dedans je serai toujours guidé. Donc on commence toujours, que ce soit les moulures, les feuillures, les languettes, les rainures, par la fin. Et vous voyez que là je retire pas de bois. Par contre, si je prends mon critérium pour vous montrer un petit peu plus précisément ce que ça dit, là, ici, on ne le voit peut-être pas, mais mon sillon, lui, il est déjà marqué. C'est comme un trait de tranchée. Ça, c'est très intéressant, parce que du coup, ça veut dire que les fibres, ici, sont déjà tranchées. Alors ici, en longitudinal, je suis dans le sens des fibres. Dans l'absolu, c'est pas foncièrement nécessaire d'utiliser l'inciseur. C'est surtout quand je travaille en travers fil en bois de boue. Je vais commencer à descendre très légèrement ma profondeur de passe. Et voilà. Donc j'y vais doucement. Je fais déjà 2 passes ici. Je recule de 20 cm, de 10 cm de plus. Et je refais encore des passes. Je recule encore. Et on fait vraiment attention à bien maintenir notre rabot avec les butées pour pas justement se retrouver être coincé. Et au fur et à mesure, là, j'ai ce rebord qui va m'aider justement à maintenir mon rabot correctement. Alors au début, je peux prendre des passes assez fines. Pour après, une fois que je suis confortablement installé, entre guillemets, prendre des passes un peu plus généreuses, surtout là où on est sur de l'épicéa, et donc il n'oppose pas beaucoup de résistance comme bois, et donc je peux me montrer un peu plus agressif. Et une fois qu'on est lancé, bah après c'est parti, hein. Il y a plus vraiment à réfléchir jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin et qu'on sente que la butée nous empêche de prendre plus profond. Allez, c'est parti. Là, je suis arrivé à la profondeur de ma butée longitudinale. Si je continue, je vais raboter ma butée, donc ça me dérange un peu. Alors, je redécale ma pièce de bois pour être absolument sûr de ne pas être embêté avec ça.
voyez, là, on arrive à la fin. J'arrive sur la fin et bah, j'arrive plus à prendre du bois partout. Vous voyez, là, simplement, la butée m'empêche d'aller en profondeur plus loin. Bien sûr, si je force et que je me mets légèrement de biais, j'arriverai à prendre à nouveau. C'est là où il faut faire attention à bien maintenir nos rabot dans les deux plans, vertical et horizontal, et à pas être amené à le pencher. Donc là, ma feuillure est terminée. Je peux vérifier aussi, je peux contrôler si effectivement ma profondeur voulue est la bonne. Là, j'aurais pu, je suis pas si mal. Je pourrais peut-être presque rajouter un dixième ou deux, mais c'est pas mal. Ma feuillure est terminée. En tout cas, je suis arrivé à la profondeur voulue. Mais pour autant, rien ne garantit que le fond de ma feuillure et son flanc ne soient parfaitement d'équerre. Je peux même vérifier, et il y a de grandes chances que ça ne le soit pas. Effectivement, j'ai du jeu. Il faut réussir à définir où se trouve en fait l'erreur. Est-ce que c'est sur le flanc ou est-ce que c'est sur le fond? Très souvent, c'est plutôt sur le fond. Parce que le flanc, lui, est parfaitement guidé par un mécanisme très long de butée latérale. Et donc, assez souvent, le flanc, lui, est bon. Et le fond, par contre, comme je vous ai dit, on peut être amené à dévier un petit peu avec nos rabot si on appuie un petit peu trop sur le côté. Pour autant, ça n'empêche pas de pouvoir vérifier avec l'équerre à combinaison. Là, ici, je peux vérifier et mon flanc et mon fond et voir où se trouve le problème. Ici, il se trouve plutôt sur le fond, effectivement. Il faut maintenant que je maîtrise la quantité de bois que je vais retirer et surtout de savoir quand est-ce que je suis bon. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme outil qui lui garantit le parfait équerrage? Ben, ça va être le Guillaume. Le Guillaume, je ne vous en ai pas encore parlé, on va en parler plus tard, dans une prochaine vidéo, mais lui, le Guillaume, il est là pour mettre une face parfaitement d'équerre à une autre. Et donc, je vais pouvoir utiliser mon Guillaume, le plaquer ici contre mon flanc. Là, je vais le plaquer. Vous voyez bien qu'il a en fait du jeu. Je vais le plaquer contre mon flanc et retirer un fin copeau et voir ce que ça donne. Tant que j'ai encore en fait des traits de crayon, c'est que j'ai pas traité toute la face et que je suis pas encore bon. Donc je continue. On voit là maintenant que les traits de crayon commencent à s'effacer le long de mon flanc. Et oui, j'étais en fait non pas d'équerre mais légèrement ouvert. Donc forcément, je commence par descendre ici dans le coin. Donc voilà, mes traits de crayon sont effacés. Il m'en reste un tout petit peu ici, mais c'est pas grand chose. Je suis parfaitement d'équerre et là, ce que vous allez vous dire, c'est que du coup, ma butée de profondeur, à quoi elle sert? Puisque j'ai à nouveau retiré du bois avec mon Guillaume, et donc je suis descendu plus profond. Et là-dessus, vous avez raison, 100% raison. Le problème, c'est que sans ça, on n'est pas parfaitement d'équerre. Et c'est là où il faut faire très attention quand on se sert du bouvet. Il faut faire du feuilleré, pardon. Wow. Depuis le début de la vidéo, je dis le bouvet alors que c'est un feuilleré. Ouais, ça va pas être facile à reprendre ça. Bon, tant pis. J'espère que vous comprendrez, je mettrai des astérix en bas de la vidéo. Donc, le problème quand on se sert du feuilleré, justement, c'est que il faut bien le tenir pour justement pas partir de biais comme ça et ne pas avoir trop de bois à retirer. Malgré tout, mon Guillaume, lui, je l'ai réglé extrêmement finement, les copeaux étaient extrêmement fins, de l'ordre de 5 centièmes, même si j'ai passé 10 passes, j'ai retiré que 5 dixièmes de millimètre.
Ça fait déjà beaucoup, hein, on est d'accord, mais ça reste pas tant que ça. Si je compare à tout à l'heure quand j'ai essayé, là ma planche de contreplaqué est légèrement en dessous de ma face. Donc, soit vous maintenez très bien votre feuilleret, soit il va falloir que vous compensiez cette erreur que vous allez certainement faire pour ensuite avoir un petit peu de gras et travailler avec votre guillaume sur la profondeur que vous souhaitez et pouvoir travailler, avoir un peu de gras pour travailler justement cet équerrage et pas perdre votre profondeur voulue si elle est vraiment très importante. Voilà pour la feuillure. Une feuillure en bois de boue, ça ne diffère pas beaucoup. Je peux m'amuser à en faire une ici, ou en tout cas à commencer pour vous montrer. Parce que la caméra va montrer un petit peu ce qui se passe. Je vais la passer devant pour tout la touche. Ici, pour que ce soit plus clair pour vous. Mais le principe est le même, je commence donc par la fin. Et ainsi de suite jusqu'à temps que je sois arrivé à la profondeur voulue. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, par contre, le couteau inciseur, il a une importance primordiale. C'est crucial pour ne pas avoir d'arrachement et pas faire n'importe quoi. Donc en bois de boue, l'inciseur est extrêmement important. Voilà en tout cas pour les feuillures à réaliser avec un feuilleret et pas un bouvet comme j'ai pu dire au début. Je suis désolé pour les rats. En tout cas, j'espère que la vidéo a été claire. J'ai essayé d'un petit peu plus la structurer par rapport aux autres vidéos. J'ai même ici, hors caméra, un tableau avec tous les points que j'ai à évoquer. Donc, j'essaie d'être un peu plus clair et d'être à peu près pro, entre guillemets, et de ne pas oublier de choses, parce que voilà, c'est important. J'espère qu'en tout cas, j'ai été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à les laisser en commentaire. J'essaye de toujours y répondre, même si ça peut parfois prendre un petit peu de temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, comme d'habitude, à vous abonner. Je vais continuer encore du coup ces vidéos de la série des rabots. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut!